Il y a quelque chose que les maisons japonaises font, que personne n'explique clairement. Ce n'est pas le nettoyage. Ce n'est pas le minimalisme. Ce n'est pas l'ordre. C'est quelque chose de plus silencieux. Tellement silencieux que, quand cela commence à fonctionner, tu ne t'en rends pas compte. Un jour tu te lèves, tu regardes autour de toi, et tu sens que ta maison pèse moins. Tu ne sais pas ce qui a changé. Tu ne te souviens pas avoir jeté quelque chose d'important. Et pourtant, quelque chose est parti. C'est cela qui m'a inquiété. Parce que quand quelque chose disparaît sans effort, sans lutte, sans culpabilité, cela signifie que cela a touché quelque chose de plus profond que les objets. Cette vidéo, je la fais spécialement pour toi, qui a vécu suffisamment longtemps pour savoir que le désordre ne commence pas toujours sur une table. Il commence dans les années. Dans les souvenirs. Dans le « au cas où ». Dans tout ce que nous gardons parce que nous avons été fortes, parce que nous avons pris soin des autres, parce que nous avons appris à ne rien gaspiller. Les Japonais comprennent cela. C'est pour cela qu'ils n'attaquent pas le désordre de front. Ils l'encerclent. Ils le désorientent. Et quand le désordre veut réagir, il est déjà trop tard. Le premier changement japonais est troublant parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Il ne commence pas par ranger, il commence par retirer les stimuli. Ils ne déplacent pas les choses, ils éteignent le bruit visuel. Quand tu enlèves ce qui crie à tes yeux tous les jours, ton esprit cesse de s'accrocher. Et quand l'esprit lâche, les mains obéissent toutes seules. Il ne s'agit pas de jeter, ni de décider, ni de faire des efforts. Il s'agit de repos. Parce qu'il y a des objets qui n'occupent pas un espace physique, ils occupent l'attention. Ils te regardent. Ils te rappellent des choses en attente. Ils t'exigent des décisions silencieuses chaque fois que tu passes devant eux. Et après de nombreuses années à soutenir une maison, cette exigence constante fatigue plus que nous ne le croyons. Quand tu réduis les stimuli, quelque chose de très subtil se produit. Tu cesses de défendre tes affaires. Tu ne ressens plus qu'on t'enlève quelque chose. Au contraire, tu ressens qu'on te rend du calme. Et dans ce calme, tu commences à remarquer des choses que tu ne voyais pas avant. Des objets que tu ne choisis jamais, des choses qui ne te représentent plus, des recoins qui sont là seulement par habitude. Il n'y a pas de culpabilité, parce qu'il n'y a pas de pression. Seulement de la clarté. C'est pour cela que ce changement fonctionne si bien. Parce qu'il ne touche pas directement l'attachement. Il l'entoure. Il l'affaiblit. En baissant le volume visuel de ta maison, tu baisses aussi le volume interne de ce « au cas où », de ce « un jour ». Et quand ces pensées se taisent, le corps agit tout seul. Tu gardes moins. Tu accumules moins. Et sans t'en rendre compte, tu commences à avoir besoin de moins. Le deuxième changement est presque invisible, mais dangereux pour le désordre. Au Japon, il n'existe pas de « lieu provisoire ». Rien ne reste en attendant. Parce que le « plus tard » est le refuge préféré du chaos. Quand quelque chose n'a pas de destination claire, cela commence à se multiplier. Je l'ai essayé, et c'était inconfortable. Parce que cela m'a obligé à accepter que beaucoup de choses n'attendaient pas une place. Elles attendaient de partir. Et là j'ai compris quelque chose qui fait un peu mal à reconnaître. Les lieux provisoires ne sont pas des espaces physiques, ce sont des excuses émotionnelles. Ce sont des pactes silencieux avec la fatigue. Chaque « je le laisse ici pour l'instant » est une promesse que nous savons que nous n'allons pas tenir. Et au fil des années, ces promesses s'accumulent comme les objets. Pour nous, qui avons passé notre vie à résoudre, à soutenir, à nous remettre à plus tard, le « plus tard » devient une manière de survivre. Mais dans la maison, le « plus tard » se transforme en bruit. Des tas qui n'appartiennent à aucun endroit, des objets qui ne sont ni tout à fait nécessaires ni tout à fait superflus. Et cette indéfinition épuise plus que le désordre lui-même. Quand tu élimines les lieux provisoires, tu fais face à une vérité inconfortable mais libératrice. Tout doit avoir un oui ou un non. Rester ou partir. Et quand tu acceptes cela, le désordre perd sa cachette préférée. Il ne peut plus se camoufler. Il ne peut plus grandir en silence. Parce que ce qui n'a pas de destination, cesse d'avoir la permission de rester. Le troisième changement japonais touche une fibre très sensible. Il cesse de demander « est-ce que j'en ai besoin ?» et se demande « est-ce que cela m'accompagne dans cette étape de ma vie ?» Cette question fait plus mal. Parce qu'elle ne parle pas d'utilité, elle parle d'identité. Et là, beaucoup de choses perdent de leur force sans que tu aies à te battre avec elles. Parce que quand tu as vécu tant d'années à vivre, à élever, à soutenir, à sacrifier, tes objets ne sont pas seulement des choses. Ce sont des témoins. Ce sont d'anciennes versions de toi-même. Et c'est pour cela qu'il est difficile de les lâcher. Non pas parce qu'ils servent, mais parce qu'ils disent « j'ai été importante ». Cette question japonaise ne te pousse pas à jeter. Elle t'invite à te regarder, à reconnaître que tu n'es plus la même femme qu'il y a 20 ou 30 ans. Et ce n'est pas une perte, c'est une évolution.
Quand un objet ne marche plus avec toi dans cette étape, il devient lourd. Non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Et ce qu'il y a de plus libérateur, c'est ceci: tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Il suffit d'accepter que quelque chose a accompli son cycle avec toi. Quand tu fais cette reconnaissance, l'attachement se relâche tout seul. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de culpabilité. Seulement un adieu silencieux. Et dans ce silence, le désordre commence à disparaître. Le quatrième changement est celui qui réduit le désordre sans que tu le remarques. Il ne révise pas tout d'un coup. Il décide seulement quand il touche un objet. Chaque contact est une décision silencieuse. Ainsi, le désordre ne se défend pas. Il n'y a pas de guerre. Seulement de l'usure. Et l'usure gagne toujours. C'est essentiel, parce que le désordre se renforce quand nous l'attaquons de front. Quand nous disons « aujourd'hui je vais tout ranger », le corps se tend, l'esprit se fatigue avant de commencer et l'attachement devient défensif. En revanche, quand tu décides seulement au moment exact où quelque chose passe par tes mains, tu n'actives pas de résistance. C'est presque comme si l'objet n'avait pas le temps de se justifier. Au fil des années, beaucoup d'entre nous ont accumulé des choses qui ne dérangent pas, jusqu'à ce que nous les touchions. Et ce contact est révélateur. Parce qu'en prenant un objet, le corps sait avant la tête si cela te correspond encore. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir. La sensation apparaît toute seule. C'est lourd, ça dérange, ça ne provoque rien. Et là se produit la magie silencieuse de ce changement japonais. En ne révisant pas tout ensemble, tu évites l'épuisement émotionnel. Tu ne te confrontes pas à des souvenirs en avalanche, tu ne revis pas des étapes entières de ta vie en un après-midi. Tu regardes seulement des fragments. De petites clôtures. De petites décisions. Et le désordre, qui vit de l'accumulation massive et de la fatigue, commence à perdre de la force jour après jour. C'est une méthode lente, oui. Mais elle est imparable. Parce qu'elle ne dépend pas de la motivation, elle dépend de l'habitude. Et quand chaque contact est un petit adieu possible, le désordre se retrouve sans allié. Sans bruit. Sans drame. Jusqu'au jour où tu regardes autour de toi. Et tu te rends compte qu'il y a moins de choses, moins de poids, moins de charge. Et tu te souviens à peine de quand cela a commencé. Le cinquième changement japonais est quelque chose que presque personne n'ose faire. Il cesse de cacher. Ce qui est caché se multiplie. Ce qui est visible se régule. Quand tu vois ce que tu as, ton corps dit « assez » avant ta tête. Et ce « assez » est automatique, pas forcé. Parce que cacher, ce n'est pas ranger, c'est repousser la conscience. Pendant des années, nous avons appris à ranger, pour que ça ne se voit pas, à fermer des portes, à remplir des boîtes, à utiliser des tiroirs comme un soulagement momentané. Mais ce qui ne se voit pas ne disparaît pas, cela se reproduit. Et cela le fait sans permission. Quand tout est visible, non pas depuis le chaos mais depuis la clarté, quelque chose de très humain se produit. Le corps reconnaît l'excès. Tu n'as pas besoin de le compter, tu n'as pas besoin de l'analyser. La sensation apparaît toute seule. Une sorte de saturation silencieuse. Et c'est là que la consommation baisse, que le stockage s'arrête et que le désordre cesse de croître. Ce changement japonais dérange parce qu'il te confronte à la vérité de ce que tu as aujourd'hui, pas de ce que tu crois avoir. Et pour beaucoup d'entre nous, cela signifie reconnaître que nous avons gardé davantage par peur que par nécessité. Peur de manquer, de gaspiller, de ne pas avoir de main. Mais quand tu vois tout devant toi et que tu vas toujours bien, cette peur perd de sa force. Et le plus puissant, c'est ceci. Quand la limite est marquée par le corps et non par la culpabilité, il n'y a pas de lutte interne. Il n'y a pas de punition. Seulement une décision tranquille. Le désordre ne se cache plus. Et quand il ne peut pas se cacher, il cesse de se multiplier. Le sixième changement est profondément psychologique. Ils acceptent l'espace vide comme un signe d'équilibre. Ils ne le remplissent pas par anxiété. Ils ne le remplissent pas par habitude. Le vide, pour eux, est une respiration. Et quand ta maison respire, toi aussi. Et cela, pour beaucoup d'entre nous, est le plus difficile à comprendre. Parce que nous avons grandi avec une autre idée. On nous a appris que l'espace vide est une perte, qu'une étagère sans chose a l'air triste, qu'une table sans rien dessus a l'air nue, comme s'il manquait de la vie. On nous a appris, sans le dire, qu'une maison de valeur est une maison pleine. Pleine de souvenirs, d'objets décoratifs, de cadeaux, de au cas où, de choses qui prouvent que nous avons vécu, et que nous avons donné. Mais l'approche japonaise regarde ce vide et n'y voit pas un manque. Elle voit un contrôle. Elle voit du calme. Elle voit un message silencieux qui dit « Ici, l'excès ne commande pas ». Et quand tu commences à permettre ce vide, quelque chose de surprenant se produit. Au début, cela dérange. Oui, comme quand tu enlèves un bruit de dessus et qu'il te reste un silence trop fort.
Parce que ce vide ne laisse pas seulement de l'espace sur l'étagère, il laisse de l'espace dans ton esprit. Et cela fait parfois peur, parce que dans le silence apparaissent des choses qui étaient auparavant couvertes par les objets. La fatigue, la saturation, cette sensation d'être toujours en train de résoudre. Le plus frappant, c'est que le vide te montre où tu remplissais par anxiété. Il y a des espaces qui n'étaient pas remplis par beauté, ils étaient remplis par nervosité. Par ce besoin de sentir que tout est couvert, résolu, sous contrôle. Et quand une maison a été soutenue par une femme pendant des décennies, bien souvent ce contrôle n'est pas un caprice, c'est de la survie. C'est « si je ne le fais pas, personne ne le fait ». C'est « si je ne le garde pas, plus tard il manquera ». C'est « si je ne le remplis pas, ça a l'air incomplet ». Alors le vide devient une menace, parce qu'il t'oblige à faire confiance. À faire confiance au fait que tu n'as pas besoin de tant de choses. Au fait que le monde ne va pas s'écrouler si tu n'occupes pas chaque recoin. Au Japon, le vide fonctionne comme une limite invisible. Un espace vide n'est pas un trou, c'est une frontière. C'est un « jusqu'ici ». Et cette frontière te protège de cette habitude dangereuse de continuer à mettre, à continuer à garder, à continuer à empiler, simplement parce que ça rentre. Parce que le problème du désordre n'est pas qu'il n'y ait pas d'espace, c'est que nous sommes toujours prêts à lui en donner plus. Et quand enfin tu décides qu'une étagère peut rester avec de l'air, tu prends une décision très puissante. Tu retires la permission à l'excès. Et il y a quelque chose de presque magique qui se produit quand tu introduis le vide dans une maison. Cela change ton rythme. Une surface dégagée se nettoie plus vite, oui, mais ce n'est pas seulement par praticité. C'est parce que ton esprit cesse de travailler chaque fois qu'il regarde. Les objets en excès font que ta tête prend des micro-décisions tout le temps. Ceci devrait être à un autre endroit. Ceci je dois le nettoyer. Ceci gêne. Ceci ne me plaît pas mais c'est là. Ce sont de petites pensées, presque invisibles, mais elles s'additionnent. Et à la fin de la journée, cette somme se ressent comme un poids. C'est pour cela qu'il y a des femmes qui disent « je n'ai rien fait et je suis épuisée ». Parce que la maison t'a demandé des choses du regard. Le vide, en revanche, ne te demande rien. Il te rend. Il te rend de la clarté. Il te rend de la douceur. Il te rend cette sensation étrange que, enfin, il n'y a rien qui te réclame. Et quand tu le ressens, tu comprends pourquoi les Japonais l'appellent respiration. Parce que tout comme le corps a besoin d'inspirer et d'expirer, la maison aussi. Une maison remplie jusqu'au bord ne peut pas respirer. Et une maison qui ne respire pas, te sert. Et voici ce qu'il y a de plus profond. Quand ta maison respire, toi aussi tu commences à te permettre de respirer. Le vide t'enseigne, sans parole, que tu n'as pas besoin de remplir pour aller bien. Que tu n'as pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Que tu n'as pas besoin de tout soutenir. Que tu peux vivre avec moins de bruit, moins de culpabilité, moins de choses en attente. Et cet apprentissage ne met pas seulement de l'ordre sur des étagères. Il met de l'ordre dans des étapes. Il met de l'ordre dans des émotions. Il met de l'ordre dans cette partie de toi qui est toujours en alerte. C'est pour cela que ce changement est si transformateur. Parce qu'il ne te dit pas « fais plus ». Il te dit « arrête de remplir ». Et quand une femme apprend à arrêter de remplir des espaces, bien souvent elle apprend aussi, enfin, à arrêter de se remplir de charges. Le 7e changement japonais est l'un des plus durs pour nous. Ils éliminent des objets qui remplissent la même fonction émotionnelle. Peu importe s'ils sont différents. Peu importe s'ils ont été des cadeaux. S'ils provoquent la même sensation, l'un est en trop. Et en choisir un n'est pas de l'ingratitude, c'est de l'honnêteté. Parce qu'ici, nous ne parlons pas de choses. Nous parlons de liens. De souvenirs figés sous forme d'objets. Bien souvent, nous ne gardons pas quelque chose parce que nous l'utilisons, mais parce que cela nous rappelle quelqu'un, une étape, une version de nous-mêmes qui a été importante. Et quand il y a plusieurs objets remplissant ce même rôle émotionnel, ils n'additionnent pas, ils répètent le même message encore et encore. Ce changement japonais est si puissant parce qu'il t'oblige à écouter ce que chaque objet te fait ressentir, pas ce qu'il représente en théorie. Il y a des cadeaux qui ont été faits avec amour, oui, mais qui aujourd'hui n'occupent que de l'espace et de l'énergie. Et cela n'efface pas l'intention de celui qui les a donnés. L'amour ne vit pas à l'intérieur de l'objet. Il vit en toi. L'objet n'a été que le véhicule, et sa mission est déjà accomplie. Pour beaucoup d'entre nous, lâcher un de ces objets se ressent comme trahir une histoire. Comme dire « cela n'a pas été important ». Mais ce n'est pas cela. C'est dire « cela est déjà intégré en moi ». Quand tu en choisis un et que tu lâches le reste, tu ne rejettes pas le souvenir, tu le concentres. Tu gardes l'essence, pas l'accumulation. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette honnêteté. Parce que quand tu cesses de t'entourer de répétitions émotionnelles, ta maison devient plus claire. Chaque objet commence à dire quelque chose de différent.
Il n'y a plus de cœur criant la même chose. Il y a du silence, il y a de l'intention. Et ce silence émotionnel réduit le désordre d'une manière qu'aucune boîte organisatrice ne peut atteindre. Le 8e changement est brutalement réaliste. Ils rangent selon ce qu'ils font, pas selon ce qu'ils croient devoir faire. L'ordre idéal crée de la culpabilité. L'ordre réel crée du repos. Quand l'ordre s'adapte à toi, le désordre cesse de se rebeller. Et cela frappe directement une blessure très commune, surtout chez les femmes qui portent une maison depuis des années, l'idée de comment tout devrait fonctionner. Pendant des décennies, on nous a dit à quoi doit ressembler une cuisine, un placard, un garde-manger, une maison bien tenue. Et sans nous en rendre compte, nous avons commencé à ranger pour répondre à une image, pas pour mieux vivre. Le problème, c'est que le corps ne vit pas dans le « devrait ». Le corps vit dans la fatigue réelle, dans la hâte, dans les habitudes que nous répétons sans y penser. Alors nous créons des systèmes parfaits sur le papier, mais impossibles dans la vie quotidienne. Et chaque fois que nous ne les respectons pas, la culpabilité apparaît. Cette sensation de « je ne suis pas ordonné, je fais quelque chose de mal, je n'ai pas assez de temps ». Le désordre, en réalité, est bien souvent une forme de protestation du corps face à un ordre qui ne lui sert pas. Au Japon, ce changement est presque radical par son honnêteté. Ils observent ce qu'ils font réellement, ou ils laissent les choses quand ils sont fatigués, ce qu'ils utilisent tous les jours et ce qu'ils utilisent presque jamais. Et l'ordre se construit à partir de là, pas à partir d'un magazine ni de l'opinion des autres. C'est pour cela que cela fonctionne. Parce que cela ne t'exige pas de te transformer en une autre personne pour le maintenir. Quand l'ordre s'adapte à toi, la friction disparaît. Il n'y a plus cette lutte constante entre « je sais comment cela devrait être » et « je n'arrive pas à le maintenir ». L'objet retourne tout seul à sa place parce que cette place a du sens pour ton corps, pas pour la théorie. Et quand il n'y a pas de friction, le désordre perd de la force. Il cesse de se rebeller, parce qu'il n'a plus contre quoi se battre. Ce changement est profondément libérateur, parce qu'il te rend ta dignité. Il te dit, tu n'es pas désordonné, tu essayais de vivre dans un système qui ne te respectait pas. Et quand l'ordre commence à te respecter, le repos apparaît. Pas seulement dans la maison, aussi à l'intérieur de toi. Et le 9e changement japonais est le plus puissant de tous, parce qu'il ne touche pas les choses, il te touche toi. Il renonce à la maison parfaite. Il recherche une maison légère. Quand tu cesses d'exiger la perfection de ton foyer, le désordre perd sa raison d'exister. Parce que bien souvent nous accumulons pour compenser ce que nous croyons manquer. Et cette idée, pour beaucoup d'entre nous, est presque une révolution intérieure. Parce que nous n'avons pas grandi en aspirant à une maison légère. Nous avons grandi en aspirant à une maison correcte. Une maison qui ne fasse pas parler. Une maison qui soit comme il faut. Une maison qui démontre que nous sommes de bonnes maîtresses de maison, de bonnes mères, de bonnes femmes. Et sans nous en rendre compte, cette exigence est devenue une charge invisible que nous portons tous les jours. La maison parfaite n'est pas un lieu physique. C'est une pression. C'est une voix intérieure qui n'est jamais satisfaite. Il manque toujours quelque chose, un objet décoratif de plus, une étagère mieux exploitée, un achat qui compléterait l'espace, un objet qui ferait que tout ait l'air plus ordonné, plus joli, plus digne. Et cette voix ne se repose pas. Parce que la perfection n'existe pas, mais la tentative de l'atteindre remplit la maison de choses dont nous n'avons pas besoin. Et remplit le cœur de fatigue. Au Japon, cette renonciation est profonde parce qu'il ne s'agit pas de négliger, mais de prioriser. Une maison légère n'est pas une maison pauvre, ni vide, ni négligée. C'est une maison qui n'exige pas. Une maison qui ne te regarde pas comme si elle te demandait des explications. Une maison où tu peux t'asseoir sans penser à ce qui manque, à ce qui est en trop, à ce qui devrait être changé. Et quand tu entres dans un espace ainsi, le corps le reconnaît immédiatement. Il baisse les épaules. Il respire plus lentement. Il cesse d'être en alerte. Quand tu cesses de poursuivre la maison parfaite, quelque chose de très important se produit. Tu n'as plus besoin de compenser. Bien souvent nous accumulons pour couvrir des sensations internes. Pour couvrir le passage du temps. Pour couvrir la sensation de ne pas en avoir fait assez. Pour couvrir des silences. Pour couvrir des pertes. Nous remplissons des espaces parce qu'il nous est difficile d'accepter les vides de la vie. Mais quand tu acceptes une maison légère, tu commences aussi à accepter une vie avec des espaces, avec des pauses, avec des imperfections. Ce changement japonais ne te demande pas de baisser tes standards, il te demande de les changer. De passer de l'exigence au bien-être. De l'image au ressenti. De l'accumulation au soulagement. Et quand tu fais cela, le désordre se retrouve sans fonction. Parce qu'il n'a plus rien à démontrer. Il n'a plus à soutenir une image. Il n'a plus à remplir aucun vide émotionnel. Et voici ce qu'il y a de plus transformateur.
Quand une femme cesse de s'exiger une maison parfaite, elle commence aussi à cesser de s'exiger elle-même. Elle commence à se permettre de se reposer, à se permettre de ne pas tout faire, à se permettre de vivre cette étape avec plus de douceur. Et alors la maison cesse d'être une tâche interminable, et devient, enfin, un lieu qui accompagne, qui soutient, qui soulage. Et cela, plus que de l'ordre, c'est de la paix. Et voici ce qu'il y a de plus troublant, aucun de ces changements ne se ressent comme « rangé ». C'est pour cela qu'il fonctionne. Parce qu'il n'active ni la culpabilité, ni la fatigue, ni cette résistance interne qui apparaît quand nous sentons qu'on nous demande plus que ce que nous donnons déjà. Il n'y a pas de listes interminables. Il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas cette voix dure disant « tu devrais mieux faire ». Simplement, il change ta relation à ce qui t'entoure. Et quand cette relation change, le désordre n'a plus où rester. Parce que le désordre ne vit pas seulement dans les objets, il vit dans la tension, dans la pression, dans la sensation de ne jamais y arriver. Ces changements fonctionnent parce qu'ils ne te mettent pas en guerre avec ta maison. Ils ne t'obligent pas à démontrer quoi que ce soit. Ils ne te transforment pas en quelqu'un de différent. Au contraire, ils te rendent à toi-même. À ton rythme actuel. À ton énergie réelle. À cette étape de la vie où tu n'as plus besoin de prouver que tu peux tout faire. Et quand tu cesses de te battre, quelque chose de très profond se produit. Le désordre cesse de se défendre. Il s'éteint peu à peu. Il perd son sens. Si un jour tu as senti que ta maison garde plus d'émotions que d'objets, des souvenirs qui pèsent, des étapes déjà passées, des silences qui se sont remplis de choses, ce changement japonais ne va pas te pousser. Il ne va pas t'exiger de la force. Il va t'accompagner avec douceur. Pas à pas. Sans jugement. Comme s'il te disait, tu as déjà fait assez, maintenant tu peux vivre plus légère. Et cela, crois-moi, c'est ce qui transforme réellement. Pas une maison parfaite. Pas un ordre impeccable. Mais cette sensation profonde de soulagement quand tu entres chez toi et que tu ne sens plus qu'elle te demande quoi que ce soit. Seulement que tu sois là.